Bonjour à vous et bienvenue dans cette lecture audio. Je vais vous lire le livre de Doudou de Vinci, dont le titre est « Calme troublant ». Ce livre est un essai et une réflexion classés dans le genre littéraire du bien-être et du développement personnel. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous invite à vous plonger dans la vie de ce personnage très profond, développé par Doudou de Vinci. Dans ce livre, nous allons entrer ensemble dans l'esprit de cet homme. Mais je te préviens, au terme de ce voyage ta perception, ton mécanisme de détection d'intégration et de stimulation sensorielle pourrait bien être transformé. Introduction. L'inactivité consciente. Ferme les yeux un instant. Imagine un homme assis au bord d'une fenêtre. Dehors, le monde tourne à toute vitesse. Les voitures klaxonnent, les agendas se chevauchent. Les notifications clignotent comme de petites décharges électriques sur la rétine. Mais lui, il reste là. Il ne semble pas lutter contre le temps, ni contre l'ennui. Il respire simplement. Pendant que d'autres mesurent la valeur en heures travaillées, lui la mesure en clarté atteinte. Pendant que tu es fier de ton marathon, lui se demande si la ligne d'arrivée en vaut réellement la course. Tandis que beaucoup se prestent pour exhiber des feuilles et des fleurs, lui renforce la racine, le tronc, la sève. Son ambition est comme un arbre aux racines profondes. Il pousse vers l'intérieur avant de se montrer à l'extérieur. Le paradoxe est qu'aux yeux du monde, il semble immobile. Mais à l'intérieur, il parcourt des distances qu'aucun pas précipité ne pourrait atteindre. Il ne court pas parce qu'il est déjà là où il doit être. Il ne s'affole pas parce qu'il sait que les grandes idées ne naissent pas dans le bruit, mais dans l'intervalle entre deux silences. Au fond, nous portons tous en nous cet homme, cette version qui ose attendre, qui ose ne pas se justifier, qui ose faire confiance à son propre temps. Mais rares sont ceux qui ont le courage de le laisser vivre à la lumière du jour. Car le faire, c'est rompre un pacte invisible. Celui qui dit que la valeur humaine se mesure à la sueur visible. Nous vivons dans un monde obsédé par les délais. L'école enseigne qu'il existe un moment précis pour apprendre. Le marché impose qu'il y a un moment précis pour produire. La vie, selon le manuel non écrit de la société, comporte des étapes obligatoires. La stabilité à 30, le succès avant 40. Celui qui s'écarte de cette ligne droite est perçu comme quelqu'un qui s'est égaré en chemin. Ce mélange d'inertie apparente et de désirs colossaux dérange profondément ceux qui croient que la vie n'a de valeur que lorsqu'elle déborde de tâches. Notre monde est construit pour occuper et récompenser. L'élève modèle est celui qui accomplit toutes les tâches. Le professionnel idéal est celui qui répond à ses mails à minuit. Le citoyen exemplaire est celui qui consomme sans jamais s'arrêter pour demander pourquoi. Le silence, la pause, l'oisiveté profonde, ces heures où nous ne faisons rien sont presque perçues comme des crimes. Peut-être parce que ces moments sont en réalité le territoire le plus fertile de la conscience. Et c'est là que vit l'homme qui ne court pas mais qui arrive, qui ne crie pas mais qui transforme, qui ne suit pas les règles mais qui change la donne. Cette sensation d'être toujours occupé, mais jamais en paix, toujours à chercher quelque chose, mais sans savoir exactement quoi. Cela arrive souvent parce qu'on essaie de changer ce qui est à l'extérieur, sans reconstruire la base mentale qui soutient tout le reste. Tous ceux comme moi qui observent inlassablement et attentivement la danse des comportements humains, mais pas comme un manuel de bonté mais comme un miroir brutal, deviennent dangereux. Car celui qui voit l'être humain sans masque menace tous les systèmes qui reposent sur l'illusion. Dans ce livre, j'ai laissé à d'autres le soin de parler de vertu, de prêcher la moralité. Moi, je te parle ici de stratégie, d'efficacité. J'espère oser dire ce que beaucoup n'ont pas le courage d'admettre. Les hommes ne sont pas guidés par la loyauté, mais par l'intérêt. Non par la constance, mais par la commodité. Non par la bonté, mais par la nécessité. Et ça, ce sont les détails que presque personne ne comprend. D'ailleurs, Machiavel n'avait pas inventé ces règles. Il s'était contenté de les révéler. Il avait mis à nu le jeu auquel jouaient déjà rois, papes et princes. Il a écrit, avec une froideur presque chirurgicale, ce que tous savaient, mais n'osaient admettre. Dans un monde où les gens changent de camp au gré du vent, dépendre de leur amour, c'est se condamner à la fragilité. Mais voyez-vous, le pouvoir n'est pas seulement brutalité. Il est fait de masques, d'illusions finement tissées, de silences calculés. C'est ici que commence la connexion intime entre ce livre et votre vie, car ce que je décris se manifeste au bureau,
dans la famille, dans les relations, dans chaque espace où existe une lutte pour l'attention. Le respect ou l'influence. Quand vous cédez trop, vous perdez. Quand vous attendez de la reconnaissance sans imposer de limites, vous êtes oublié. Quand vous confondez bonté et faiblesse, vous devenez prévisible. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément libérateur à regarder ce côté sombre sans peur. Car le comprendre ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie abandonner la naïveté. Cela signifie apprendre à lire les jeux des autres comme des pages ouvertes. Cela signifie comprendre que chaque sourire peut cacher un calcul, que chaque promesse peut porter un intérêt, et que chaque mot qui vous est adressé parle moins de vous que de celui qui le prononce. Je n'offre pas de réconfort. Je ne promets pas un monde juste. Je ne livre pas la fantaisie selon laquelle la vie récompense ceux qui ont le cœur pur. Je vous arrache à l'anesthésie et vous place face à une réalité crue. Le pouvoir appartient à ceux qui osent le comprendre. C'est pourquoi tant de gens le rejettent. Et maintenant, la question est simple mais dévastatrice. Préférez-vous continuer à croire aux histoires sucrées qui vous maintiennent contrôlable, ou préférez-vous me regarder dans les yeux et apprendre à jouer le jeu tel qu'il est et non tel que vous aimeriez qu'il soit? Il existe des lois que les livres de morale prêchent et qui fonctionnent rarement dans le monde réel. Et il y en a d'autres, invisibles, qui ont été murmurées à travers les siècles comme s'il s'agissait de secrets volés à la nature humaine elle-même. Machiavel écrivant dans une Florence, rongé par les intrigues, les trahisons et les alliances brisées, avait perçu quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. La vie humaine n'est pas guidée par la justice, mais par la ruse. Ce n'est pas tant ce que tu es qui compte, mais ce que tu parais être. Cette vérité peut sembler cruelle, et elle l'est. Mais l'ignorer, c'est vivre dans un désavantage éternel. Regarde autour de toi. Le collègue qui progresse plus vite dans sa carrière n'est pas le plus compétent, mais celui qui sait mieux jouer son rôle. L'ami que personne n'ose contredire n'est pas le plus juste, mais celui qui a su construire une aura d'autorité. Et toi, combien de fois as-tu laissé ton essence parler pour toi, croyant qu'il suffisait d'être bon pour être reconnu? C'est là que le jeu te vint, car il ne récompense pas la bonté, il récompense la stratégie. Le jeu du pouvoir ne se déroule pas seulement dans les palais, dans les entreprises ou les gouvernements. Il se joue à la maison, dans les petits silences entre deux phrases. Il se manifeste quand tu tolères un manque de respect, sans réagir, quand tu te tais par peur de perdre une approbation, quand tu crois que être compris est plus important que être respecté. Chaque geste est un coup, et chaque fois que tu choisis la soumission, tu renforces ta propre prison. Mais voici la vérité dérangeante. Personne ne va te remettre un manuel pour gagner à ce jeu. Au contraire, dès le début, on t'a conditionné à perdre. On t'a appris à être trop poli, à trop céder, à trop t'expliquer. La force réside dans l'art d'incarner deux versions de toi-même. Le lion qui intimide et le renard qui trompe. Au fond, le jeu du pouvoir concerne moins les autres que toi-même. Il s'agit de reconnaître quand tu nourris ton moi soumis, celui qui s'excuse sans avoir de faute. Et quand tu renforces ton moi souverain, celui qui relève la tête, même en silence, et n'a pas besoin d'approbation. C'est à cet instant que tu cesses d'être une pièce et que tu commences à déplacer les pièces autour de toi. Ce n'est pas un chemin confortable. Il exige de désapprendre. Il exige de détruire l'image docile que tu as construite pour être accepté. Il exige de supporter le regard de ceux qui diront que tu as changé, que tu es devenu froid, distant, arrogant. Mais écoute bien, toute métamorphose paraît monstrueuse à ceux qui vivent encore prisonniers de leur cocon. Le jeu du pouvoir n'est pas optionnel. Soit tu joues, soit tu es joué. Soit tu apprends à construire ta présence comme un mur infranchissable. Soit tu vivras traversé comme du verre fragile. Tu peux choisir d'ignorer cela. Mais le jeu, lui, ne t'ignorera pas. As-tu déjà remarqué à quel point les gens parviennent à te manipuler simplement en touchant tes points faibles? Il suffit d'un mot mal placé pour enflammer ta colère, d'un silence calculé pour déclencher ton angoisse, d'une critique rapide pour réduire ta confiance. Lorsque tu réagis de manière prévisible, tu remets la clé de ton pouvoir. Celui qui se gouverne ne peut être brisé, car aucun fil invisible ne le conduit. La deuxième règle est le silence stratégique. As-tu déjà constaté à quel point les gens parlent sans cesse, comme s'ils craignaient le vide entre deux phrases? L'homme qui maîtrise le silence, en revanche, devient un mystère. Quand tu te tais,
l'autre imagine. Quand tu observes, l'autre se révèle. Quand tu ne te justifies pas, ta présence pèse plus que 1000 mots. C'est dans ce silence calculé que naît le respect, car le monde craint ce qu'il ne peut déchiffrer. La troisième consiste à transformer le contretemps en carburant. Combien de fois t'es-tu retrouvé paralysé par une déception, ruminant des mots, repassant des gestes, essayant de comprendre comment ont-ils pu me faire ça? La vérité, c'est qu'ils le feront toujours. La trahison, le mensonge, l'abandon ne sont pas des exceptions, mais font partie du jeu. L'homme qui comprend cela ne se brise pas lorsqu'il est déçu. Il grandit. Chaque coup devient une brique de plus dans le château de sa résilience. Chaque trahison est une leçon de stratégie que l'ingénuité n'aurait jamais pu enseigner. La quatrième est de protéger ta réputation comme une couronne invisible. Ce que les yeux voient pèse plus que les sens. Il ne sert à rien d'avoir de la valeur si tu ne projettes pas de valeur. Il ne suffit pas d'être fort si tu te présentes comme fragile. C'est ton image qui précède ta voix, qui ouvre des portes ou dresse des murailles. C'est pourquoi il faut contrôler la narration. Marche comme quelqu'un qui a un destin défini. Parle comme quelqu'un qui n'a pas besoin de convaincre. Regarde dans les yeux comme si tu savais quelque chose que l'autre n'a pas encore compris. L'aura que tu construis est ta première ligne de défense et ton arme la plus tranchante. Et la cinquième est peut-être la plus dure de toutes, l'excellence quotidienne. Pas cette excellence exhibée dans les moments de gloire, mais celle qui se forge dans les instants invisibles. C'est se lever quand l'esprit demande encore du sommeil. C'est tenir sa parole quand personne ne regarde. C'est résister à la tentation de céder au confort. Car le véritable pouvoir n'est pas de l'occasion, mais de l'habitude. Un homme discipliné est un homme impénétrable, car chaque acte devient une muraille contre la médiocrité. Voilà les règles inébranlables. Les règles inébranlables, elles ne rendent pas la vie plus facile, mais elles la rendent plus authentique. Elles ne promettent pas des applaudissements, mais elles construisent le respect. Elles n'attirent pas tout le monde, mais elles éloignent ceux qui n'auraient jamais mérité d'être proches. Il y a un moment où la transformation cesse d'être une théorie pour devenir chair. Tu la ressens dans le regard, dans le geste, dans le silence. Le monde continue de te tester, de te provoquer, d'essayer d'arracher de toi la réaction qu'il obtenait toujours avant. Mais quelque chose a changé. Ce qui autrefois t'ébranlait ne fait plus qu'effleurer la surface. Ce qui autrefois te désarmait devient maintenant ta force. C'est à cet instant que naît l'homme inarrêtable. Il ne s'agit pas d'arrogance ni de froideur inhumaine. L'homme inarrêtable n'est pas celui qui ne ressent pas, mais celui qui refuse d'être esclave de ses émotions. Il connaît sa colère, mais ne s'y perd pas. Il reconnaît sa douleur, mais ne s'y soumet pas. Il voit sa solitude, mais ne la transforme pas en désespoir. Dès que tu es né, on t'a étiqueté, et tout au long de ta vie en grandissant, on a murmuré à ton subconscient. Je vais te citer ici les 7 principales matrices que j'ai identifiées qui suffisent à te tenir captif. 1. La matrice sociale. C'est la première, la plus écrasante, celle qui forge ton identité avant même que tu saches que t'en as une. Tu arrives sur Terre, et en quelques heures, genre nom, prénom, classe sociale, nationalité, croyance familiale, tout est plaqué sur toi avant que tu puisses dire non. Le célèbre philosophe Kierkegaard disait « Me donner un nom, c'est m'annihiler. En me donnant un nom, en me donnant une étiquette, vous annihilez toutes les autres choses que je pourrais être. » Ensuite, toute ton enfance, on t'apprend à entrer dans le moule, à suivre ce que ta famille et la société attendent, à réussir dans les cadres établis par l'école, à calquer ta vie sur celle des autres et surtout à ne jamais sortir du rang. Tes parents te veulent du bien, mais ils ont été formés dans le même moule, alors par loyauté, tu t'interdis de les décevoir. Tu fais tout pour leur plaire et tu crées ton propre enfer pavé de leurs bonnes intentions. Bienvenue dans le règne de l'esclavage héréditaire, du mimétisme social et de la conscience de masse, où la vraie réussite, c'est d'être normal. Cette matrice est tentaculaire. Ses ramifications s'étendent partout. Culture, tradition, patriarcat, divertissement, muxure, mode, sport. Chacune avec ses codes et ses pièges. Parmi toutes ces ramifications, je vais juste en développer une, celle qui nous touche le plus intimement. La matrice familiale. Tu n'es pas là pour rejeter ta famille, tu l'as choisie, mais pour te libérer de ses chaînes et la guérir, briser des cycles,
car ta matrice familiale porte les cicatrices de générations entières, et souffrances étouffées, traumatismes jamais digérés, secrets, tabous, croyances limitantes. Tout ça forme un champ invisible qui t'enveloppe dès ta naissance et t'enferme dans la prison des répétitions. Ce champ, la science, commence à le nommer. On l'appelle épigénétique. C'est la mémoire inscrite dans tes cellules, transmise d'une génération à l'autre, pas dans les gènes, mais autour. Un héritage à la fois biologique et énergétique. Alors attention, ce champ ne contient pas que des blessures. Il porte aussi la force, la résilience et la sagesse de tes ancêtres. Ce sont des trésors profonds qui sont là pour t'aider à guérir ce qui demande à l'être. Mais tant que tu n'en as pas conscience, tu rejoues le programme sans même le savoir, comme un acteur qui répète la pièce écrite par sa lignée. Carl Jung le résumait ainsi. Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. La bonne nouvelle, c'est qu'en t'éveillant, tu peux réécrire ce destin. En ayant conscience de ce programme transgénérationnel, tu peux le dépasser, le transformer, le transmuter. Et ta guérison guérit aussi toute ta lignée, passée, présente et même celle qui n'est pas encore née. 2. La matrice de l'exploitation. Tu bosses, tu payes, t'épuises. On taxe ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, ce que tu lègues. Tu paieras même une rente pour ta tombe. Le problème, ce n'est pas de travailler. Le labeur a toujours fait partie de la vie sur Terre. Et quand il est passion, art, service, guérison, il élève autant celui qui donne que celui qui reçoit. Le problème, c'est qu'on glorifie uniquement ce qu'il rapporte. Peu importe s'il est du sens ou non. Depuis les champs de coton au temps moderne, de Charlie Chaplin jusqu'aux open space et aux mines de cobalt, on use toujours l'humain jusqu'à la corde. On y prend son temps, son corps, son énergie, au point qu'il n'a plus le temps de vivre, ni d'éduquer ses propres enfants, sans déléguer cette mission sacrée. Et un humain vidé ne peut plus créer, aimer, ni se rappeler qui il est. Ce qui compte, c'est d'être un bon petit soldat de l'économie. Tu peux soigner, éduquer, servir ou exploiter, piller, broyer. Plus tu enrichis le système, plus il te récompense. Mais rappelle-toi, tu ne t'es pas incarné sur Terre pour payer ton loyer. Le problème, ce n'est pas non plus l'argent, c'est ce qu'on en fait. Un dieu, une obsession, une arme. 10% des plus aisés détiennent 80% des richesses du globe. Ce n'est plus un système, c'est un pillage. Au-dessus de tout ça, il y a les banques qui te prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas, qui seraient incapables de te rendre le tien, si tout le monde le demandait en même temps et qui créent de la dette à partir du vide. C'est ça, la matrice de l'exploitation. Une économie fictive fondée sur ta soumission. 3. La matrice politique. La matrice politique, c'est l'illusion du choix. Tu votes, tu changes de couleur, mais le mur reste le même. Les vrais maîtres n'apparaissent jamais sur les bulletins. Ils financent les campagnes, possèdent les médias, tirent les ficelles. Le spectacle électoral te donne l'impression de décider, mais tu ne choisis rien, tu valides le jeu. L'adulte ne croit pas au Père Noël, disait Pierre Desproges. Il vote. 4. La matrice émotionnelle. C'est celle qui orchestre tes sentiments. On te fabrique des peurs collectives. Une crise, un drame, un choc monté en boucle sur les écrans. Et tu réclames toi-même plus de contrôle, plus de servitude, plus de surveillance, plus d'intrusion dans ta propre vie. Tu échanges ta liberté contre une sécurité qu'on ne te donnera jamais. Les médias te guident par la peur. Ils choisissent l'info, le ton, le timing. On appuie sur un bouton et hop, toute l'humanité se synchronise sur des fréquences qu'elle ne choisit pas. 5. La matrice mentale. La matrice mentale, elle t'assaille, te façonne, te programme, te bombarde. Les pouvoirs t'infantilisent. Les médias te parlent comme à un enfant. Les experts pensent à ta place. Et toi, tu absorbes, tu intègres, tu obéis, sans même t'en rendre compte. Par les pubs qui ne te vendent pas un produit mais un manque. Par le discours politique qui polarise ton cerveau. Par la télé, les talk shows, les chaînes infos qui saturent ton esprit. Et maintenant, par les algorithmes qui mâchent ce que tu dois voir, te distraient, t'engloutissent.
À l'ère numérique, vérité et mensonge se mêlent sans répit. Une montagne d'infos brasse opinions, chiffres, théories farfelues, hoax, jusqu'à noyer la vérité dans un brouillard si dense que le mensonge officiel semble la seule servitude. Et sur les réseaux, dès qu'une vérité émerge, une absurdité surgit et flingue le sujet. Plus besoin de débattre, il suffit de décrédibiliser. 6. La matrice spirituelle. Elle joue sur ta soif de sens, sur ton besoin de lien avec le sacré, et ce réflexe humain de chercher un repère face au vertige de l'inconnu. Elle te parle de Dieu, mais elle t'en éloigne, elle t'impose des dogmes, des rituels, des peurs. Elle te fait croire que tu es né coupable, que tu dois subir en attendant un sauveur. Elle te promet le paradis si tu es bien sage. Elle détourne ton élan le plus pur. Elle t'enferme dans des croyances qui te coupent de toi, alors que la vraie lumière ne passe par aucun intermédiaire. Elle a infiltré les églises, les temples, les mosquées, jusqu'aux mouvances New Age. 7. La matrice vibratoire. C'est la plus subtile, mais celle qui te siphonne. Chaque émotion basse, peur, haine, colère, jalousie, impatience, l'alimente. Elle se nourrit de tes failles, de tes zones d'ombre. Tu vibres bas, tu ouvres une brèche. Tu vibres juste. Elle décroche. Le vrai combat ne se joue pas dehors, il se joue en toi. Et le jour où elle ne pourra plus t'atteindre, elle n'aura plus rien à faire ici. J'aurais pu en citer beaucoup d'autres. La matrice de la consommation, qui est un plan de tes désirs. La matrice alimentaire, qui t'empoisonne à petit feu. La matrice médicale qui te maintient dépendant. Ou encore la matrice du temps, qui t'empêche de vivre l'instant présent. Mais tu sais quel est le piège ultime de ces matrices. Te faire aimer ta prison. Te faire croire que c'est toi qui l'as choisi. Te faire croire que tu es libre et t'amener à rejeter ceux qui essayent de t'ouvrir les yeux. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces matrices ne tiennent que par ton accord. Ils te piègent tant que tu crois que c'est réel. Mais dès que tu te rappelles qui tient la manette, toi, ton âme divine, et alors, les chaînes tombent. Retire l'énergie que tu leur donnes, et elles s'effondrent. Ce n'est pas un combat à mener, c'est une lucidité à incarner. Maintenant, regarde autour de toi. Combien sont robotisés par ce système et qui ont peu à peu abandonné leur souveraineté intérieure? Ces personnes absorbent les normes sociales à la perfection. Elles adorent le cirque social et tout ce qui leur évite de rester seules avec elles-mêmes parce qu'elles redoutent le face-à-face avec leur propre vide. Elles tourneront dans des conversations stériles, du bavardage vide de substance, des certitudes creuses, mais sous cette façade. Toi, tu sens que c'est du fake, une performance sans âme. Souvent, ces gens ne sont pas malveillants, ni méchants, ni manipulateurs. Ils sont devenus des coquilles vides, et une coquille vide, ça se fait habiter par des parasites qui viennent s'y loger. Et parfois, quand ils sont vraiment vides, ce sont des entités qui viennent habiter la maison abandonnée. Oui, quand une âme s'absente, d'autres énergies investissent l'espace laissé vide. Et là, tu peux les reconnaître. Quand tu parles à quelqu'un qui a encore une âme, il y a une réveillance, une reconnaissance, une vibration. Mais quand tu parles à un robot, à une coquille vide, ça sonne creux, ça ne vibre pas. Les mots sortent, mais il n'y a personne derrière. C'est troublant au début, parce que tu t'attendais à trouver quelqu'un d'en face. Mais il n'y a que l'interface, le programme qui tourne. Ces êtres ne sont pas perdus par méchanceté, ils sont perdus par abandon. Ils ont abandonné leur pouvoir de décision. Ils ont cessé de se poser des questions. Ils ont accepté qu'on pense à leur place. Et petit à petit, l'âme s'est retirée, comme une flamme qui s'éteint faute d'air. Alors que reste-t-il? Un corps qui fonctionne, une personnalité de surface, des réflexes conditionnés. Tu les reconnais quand ils deviennent soudain froids, quand leurs regards se durcissent sans raison, quand ils disent des choses qu'ils ne diraient jamais, quand une autre énergie parle à travers eux. C'est là que tu comprends que ce ne sont plus eux qui parlent. Jung les appelait les personas, ces masques sociaux devenus permanents. Les hindous parlent des asuras, des soufis, des nafs, des gnostiques, des iliques. Toutes les traditions ont un mot pour ces êtres prisonniers de la matière, dominés par l'égoïsme, la cupidité, le manque permanent,
qui vivent selon la philosophie du manger, boire, consommer, sans gratitude envers la vie ni conscience du sacré. Tu sens leur présence avant même qu'ils parlent. Quelque chose de vide t'inspire. Leur conversation se tournant en boucle, toujours dans le jugement, jamais dans l'émerveillement. Ils détestent qu'on parle d'âme, de mystère, d'invisible, comme si ces mots les brûlaient. Mais attention, ne tombe pas dans le piège du jugement, ne les méprise pas. Derrière les implants de la matrice, certains sont perdus, d'autres sont juste endormis, profondément endormis. Et leur sommeil sert le système, parce que des êtres endormis ne se révoltent pas, ou alors ils se révoltent, et ça sert le système aussi. Ils manifestent quand on leur dit de manifester. Ils s'indignent sur commande. Ils haïssent qui on leur désigne comme ennemi. Ils consomment ce qu'on leur dit de consommer. Ils votent pour qui on leur dit de voter. Ils ont peur de ce qu'on leur dit de craindre. Et surtout, ils maintiennent l'illusion que tout est normal, que le monde va bien, que tu es fou si tu vois autre chose. Ils sont les gardiens inconscients de la matrice, pas par choix mais par programmation. Alors quand tu commences à t'éveiller, quand tu sors de leur fréquence, ils le sentent, certains réagissent, d'autres deviennent moqueurs, agressifs, comme si ton éveil les dérangeait inconsciemment, comme si ta lumière leur faisait mal, et c'est normal, parce que ta présence leur rappelle ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont abandonné, ce qu'ils refusent de regarder. Ce n'est pas toi qui les attaques, c'est ce que ta vibration réveille en eux, alors ils préfèrent te ramener à leur niveau. Dans le troupeau, te convaincre que tu délires, te faire douter de ce que tu vois, de ce que tu es, et pour toi, c'est le test de ta stabilité intérieure, de ta capacité à tenir la fréquence, même quand tout le monde autour de toi dit que tu as tort, parce que si tu as raison, si tu vois juste, alors leur monde entier s'effondre. Et ils ne sont pas prêts, pas encore, alors laisse-les dormir, aide-la. Compassion pour eux, et en silence, envoie-leur ta lumière, mais ne leur donne pas ton énergie. Ne te batte pas contre leur programme. Si tu es éveillé, ce sont eux qui sentiront ta présence et qui s'éloigneront d'eux-mêmes. Dans tout ça, contente-toi de vibrer qui tu es, continue de tourner ton regard vers l'intérieur, d'incarner ta vérité, de rayonner ta lumière. Décline gentiment les discussions vides de son et les loisirs où tu perds ton temps. Explique que tu n'es pas fâché, juste concentré, et rayonne. Car peut-être un jour, cette lumière réveillera tes proches qui dorment. Peut-être qu'elle rallumera l'étincelle qu'ils croyaient éteinte. Mais en attendant, protège ta flamme. Reste celui ou celle qui sait encore s'arrêter devant une vague, devant une étoile ou dans un silence. Reste cette personne qui s'émerveille d'une écorce d'un arbre, d'un regard vrai ou d'une conversation qui touche l'âme. Reste cette personne qui n'a pas laissé là. Machine lui voler la beauté du vivant, parce que dans un monde de robots, un être vivant devient précieux. Alors je sais, tout ça peut paraître lourd, troublant même, mais respire, car il existe plusieurs chemins oubliés qui ont toujours existé pour sortir de ce cauchemar. Des voies sacrées qu'on t'a cachées, mais qui n'attendent que toi. Car celui qui se gouverne détient déjà assez de pouvoir pour que personne d'autre ne le gouverne. Machiavel disait « Celui qui se conquiert lui-même est le plus puissant des guerriers. » Et c'est exactement ce que tu deviens lorsque tu cesses de vivre pour plaire, expliquer, supplier ou chercher à être validé. Tu n'as pas besoin que le monde t'accepte, car tu t'es déjà accepté. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te sauve, car tu as appris à être ta propre forteresse. Tu n'as pas besoin qu'on te dise qui tu es, car maintenant tu le sais. Et tu le sais avec la fermeté d'un rocher qui n'a pas besoin de la permission de la mer pour exister. Parce qu'il n'y a pas de menace plus grande pour un système de contrôle qu'un homme qui ne peut pas être manipulé. Tu ne réagis pas comme on l'attend, tu ne cèdes pas comme on le veut, tu ne plies pas comme on le suppose. C'est à ce moment-là que les autres commencent à te qualifier de froid, distant, différent. Mais attention, être inarrêtable exige des choix difficiles. Cela signifie sélectionner qui entre dans ton cercle, qui mérite ton temps, qui a le droit de s'approcher de ton énergie. Cela signifie supporter la solitude, de ne dépendre de l'approbation de personne. Cela signifie accepter que beaucoup partiront parce qu'ils ne supportent pas ton indépendance,
Mais c'est précisément dans cette solitude que fleurit la liberté la plus authentique, la liberté d'être entier. Tu as commencé ce voyage avec des doutes, peut-être même avec de la peur. Maintenant, dans le silence profond de ta lecture, tu n'es plus le même. Tu n'es plus la pièce que les autres déplacent, mais le joueur qui déplace les pièces. Tu n'es plus la proie, mais tu n'es pas seulement le prédateur. Tu es quelque chose de plus, une présence qu'on ne peut ignorer, un esprit qu'on ne peut plier, un homme qu'on ne peut arrêter. Le travail incessamment et la sueur qu'on nous vend comme monnaie de valeur sont à quel prix? Être productif, c'est bien, mais être en même temps un esprit totalement domestiqué, faut sérieusement s'interroger. Nous avons en nous cette partie que nous dissimulons pour être acceptés par le groupe. Et dans notre culture, cette ombre porte un nom bien précis. La peur d'être vu comme inutile. Ce n'est pas seulement du jugement, mais c'est aussi une certaine gêne. Comme si nous étions devant un animal sauvage silencieux que nous ne parvenons pas à prévoir. C'est le genre de présence qui ne suit pas le scénario social. Et pour cette raison, elle ébranle ce que nous avons de plus fragile. L'illusion du contrôle. L'irritation qu'il provoque ne parle pas de lui. Elle parle de nous, de notre peur que tous nos efforts et toute notre course effrénée, tout le théâtre de la productivité ne soit en réalité qu'une mise en scène. C'est pourquoi lorsque nous regardons cet homme, quelque chose en nous ressent un danger. Car il ne fait pas tomber les murs, mais il dissout les certitudes. Il suggère sans un mot que peut-être toute notre sueur n'est qu'une peur déguisée. Et au fond, nous craignons qu'il ait raison. Imaginez un instant que votre esprit soit comme un lac profond. À la surface, il y a du mouvement, le vent, des reflets changeants à chaque instant. C'est ainsi que nous vivons lorsque nous sommes prisonniers du rythme imposé par la société. Toujours en réaction, toujours en train d'agiter l'eau. Mais au fond, là où la lumière n'atteint presque pas, règne un silence dense. Et c'est là que naissent les idées qui comptent vraiment. C'est un territoire où il n'existe ni délai, ni objectif, ni tableur, seulement la liberté de jouer avec ses pensées. Et ce mot, jouer, est crucial, car la création de quelque chose de nouveau ne vient pas de l'intellect, mais de l'instinct de jeu, agissant à partir d'un besoin intérieur. Regardez l'histoire. Einstein rêvassait et voyait des équations danser devant ses yeux. Nikola Tesla marchait seul au crépuscule. Et dans le silence de ses itinéraires imaginaires, projetait des inventions qui allaient changer le monde. Même des grands philosophes si souvent accusés d'être improductifs passaient des heures à écrire pour personne, à plonger dans des dessins et des symboles que eux seuls comprenaient, jusqu'à ce que, des années plus tard, leurs rêveries deviennent des piliers de la psychologie moderne. Il y a ici quelque chose que le système sait très bien, c'est que cette inactivité ne peut pas être forcée. Vous ne pouvez pas inscrire repos créatif à votre agenda de 11h30 à 16h. L'esprit n'obéit pas à la logique industrielle. Il fleurit à son propre rythme. Avant que la lumière ne jaillisse chez celui qui va bousculer le monde, au plus profond de lui, les idées se rencontrent. Des images se superposent et des questions trouvent leur réponse d'elles-mêmes. C'est comme s'il construisait un château sous terre pierre après pierre, tandis que les autres sont trop occupés à peindre des façades. Ce qui pour le monde ressemble à de la paresse est pour ces personnes une préparation. Ce qui pour les autres paraît improductif est pour eux un travail intérieur. Et lorsque le bon moment arrive, s'il arrive, le château surgit complet, surprenant tous ceux qui pensaient qu'il ne faisait rien. C'est la force secrète de l'inactivité consciente. Elle ne se voit pas au quotidien, mais elle change tout lorsqu'elle se manifeste. Tandis que la majorité façonne ses pas pour s'adapter au maintenant du monde, lui façonne le monde au maintenant qu'il ressent à l'intérieur. Vivre ainsi, c'est accepter une solitude particulière, c'est entendre que vous ne faites rien, alors qu'à l'intérieur, vous construisez quelque chose que personne ne peut encore voir. C'est supporter les regards de mépris, tout en tenant fermement une certitude impossible à expliquer avec des mots. Mais cette solitude est fertile, car lorsque le moment arrive, il ne se manifeste pas comme une explosion. Il apparaît comme quelque chose qui a toujours été là, simplement en attente d'être vu. En fin de compte, vivre hors du temps, ce n'est pas fuir le temps, mais se réconcilier avec lui. C'est cesser de le traiter en ennemi et commencer à le voir comme un complice. C'est comprendre que chaque pause, chaque silence, chaque apparente perte de temps
est en réalité le sol où votre œuvre enracine ses fondations invisibles. Et peut-être que cette vie sans hâte est justement ce qui effraie le plus la société, la possibilité que le temps n'ait jamais été notre maître. L'homme paresseux et ambitieux respectait son propre rythme, même si cela l'éloigne de tout programme jugé inacceptable. Le philosophe Carl Jung pensait que le privilège d'une vie est de devenir ce que vous êtes vraiment. Et cela exige un type de courage que peu possèdent, celui de ne pas se presser. Celui d'accepter que votre grande œuvre, qu'il s'agisse d'un projet, d'un livre, d'une invention ou d'une révolution personnelle, ait peut-être besoin de plusieurs années de gestation invisible. Et cette patience, pour une société accro aux résultats immédiats, est presque une insulte. Le monde exige des réponses rapides, mais l'homme hors du temps refuse de répondre avant d'être prêt. Il sait qu'une idée lancée au mauvais moment est comme une graine plantée en plein hiver. Quelle que soit sa force, elle ne germera pas. Alors, il attend, il observe, il se nourrit en silence. Et lorsque le moment est propice, il agit avec la précision de celui qui n'a pas gaspillé son énergie à courir vers nulle part. Pour les autres, cette attente ressemble à de la paresse. Pour lui, c'est de la maîtrise. Il comprend que la précipitation est l'ennemi non seulement de la perfection, mais aussi de l'authenticité. Peut-être qu'après cette lecture, vous commencerez à regarder autrement cette personne dans votre entourage qui semble toujours déconnectée. Peut-être comprendrez-vous que toute pause n'est pas un abandon et que le silence peut être une forme de cri. Un cri contre la précipitation, contre le bruit, contre l'illusion que vivre signifie courir sans cesse. Au fond, cette figure qui effraie tant n'est pas un ennemi de la société. Il est un rappel qu'il existe un autre chemin, moins de bruit, moins de performance, moins d'anxiété, et paradoxalement, plus d'impact. Peut-être que le plus grand défi n'est pas de comprendre cet homme, mais de s'autoriser à être un peu comme lui. Accepter que votre œuvre, quelle qu'elle soit, ait son propre temps. Faire confiance à ce temps non comme à une perte, mais comme à une préparation. Car au bout du compte, ce qui nous libère vraiment n'est pas de courir plus vite, c'est de savoir s'arrêter. Nous vivons entourés de messages disant que si tu ne cours pas, tu es en retard. Mais il existe une paix rebelle dans le simple, fait de s'arrêter et de faire confiance à ce quelque chose en toi qui continue à travailler, même lorsque toi, tu ne le fais pas. Peut-être est-ce que cela qui me relie autant à toi en ce moment et en cet instant de lecture. Car toi aussi, d'une certaine manière, tu sens qu'il y a une valeur cachée dans tes pauses. La question finale que je te laisse pour qu'elle résonne dans ton esprit au fil de la lecture est la suivante. Si plus rien ne peut te retenir, te briser ou t'arrêter, que vas-tu faire de ce pouvoir que tu as enfin découvert en toi? Nous sommes arrivés au terme de ce voyage, mais la fin n'est qu'apparente, parce que ce qui a été dit ici n'est pas un script à mémoriser, mais une blessure ouverte qui t'oblige à regarder en toi. Tu ne peux plus te cacher derrière la naïveté, ni te réconforter avec l'idée qu'il suffit d'être bon pour être respecté. Le monde ne fonctionne pas ainsi, et tu le sais déjà. Maintenant, il n'est plus possible de faire semblant. Merci, pas seulement pour m'avoir lu, mais pour avoir accepté d'entrer dans ce territoire où le temps se plie et où la hâte perd son sens. Tu aurais pu courir après une autre de tes activités. Mais tu as choisi d'être ici dans cette conversation chuchotée par des mots que j'ai mis du temps et de la patience à écrire. Merci encore d'avoir pris ton temps pour ce moment qui n'a pas à être justifié. C'est un moment de lecture que personne n'applaudira autour de toi ou sur les réseaux sociaux, mais qui sera, je l'espère, peut-être la racine silencieuse de quelque chose de grandiose à venir.